Alors, on va voir comment faire du motion tracking en 2D de façon très simple à partir de ce rush. Alors ça, ce sont des rushs que vous pouvez utiliser gratuitement sur le site Pexel dans la partie vidéo et vous verrez, on peut télécharger plein de rushs gratuitement. Il y a vraiment des vidéos hyper sympas en tout genre. Alors après, ça reste du H264, donc c'est effectivement des très petits encodages, très compressés. On a une profondeur de couleur qui est la plus basse, donc en 8 bits. On a un sous-échantillonnage de chrominance en 4.2.0, donc on ne pourra pas non plus faire des miracles en fonction de ce qu'on veut faire sur ce genre de compression. Sachant qu'en plus de ça, elles ne sont pas supervisées pour pouvoir subir effectivement dans les meilleures conditions du motion tracking, mais pour se faire la main, c'est vraiment un site qui est très bien pour télécharger des vidéos en tout genre et gratuitement. Alors, là j'ai parlé de sous-échantillonnage de chrominance, d'encodage vidéo, de vitesse d'obturation, supervision VFX, etc. Pour la simple et unique raison, et je vous renvoie encore une fois à mon livre en PDF que vous pouvez avoir en accès gratuitement sur ma chaîne. Vous verrez, il y a un lien pour pouvoir le télécharger gratuitement en PDF. Si je vous dis tout ça, c'est qu'effectivement, l'art et la manière de traiter le motion tracking, que ce soit en 2D ou en 3D, va dépendre de tout un tas de paramètres qu'il va falloir comprendre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà isoler une partie qui m'intéresse. Donc, on voit qu'effectivement, j'ai double-cliqué sur cette vidéo. Je suis dans le panneau métrage. Donc, j'ai mis ça en couleur bleue. Donc, il suffira tout simplement de retourner sur les tutos d'avant pour comprendre un petit peu comment je paramètre tout ça. Je vais venir en fait sélectionner une partie d'une vidéo qui m'intéresse. Donc, par exemple, je vais prendre à partir de la 5e seconde, voilà par exemple, et ici je vais faire définir le point d'entrée sur l'instant courant. Ce qui veut dire que tout ce qu'il va y avoir avant ne va pas être pris en compte dans ma vidéo. Je vais venir par exemple aller isoler jusqu'à la 12e seconde, comme ça j'aurai 7 secondes, ce sera bien suffisant. Et ce coup-ci, en fait, je fais définir le point de sortie. Donc effectivement, maintenant j'ai ma portion qui vient de 5 secondes à ma 12e seconde. Et on voit en fait que de 0 à 5 c'est retiré et de 12 à 20 c'est retiré. Donc à partir de là, je vais pouvoir faire clic droit sur ici le média en question et je vais faire nouvelle composition à partir de la sélection. Et comme on peut voir, effectivement, j'ai isolé de la 5e à la 12e seconde, alors que si je reclique sur le média en question, on voit qu'il faisait 19 secondes. Donc de 5 à 12, j'ai bien 7 secondes. On se souvient en fait effectivement que j'ai toujours dit, et je le répéterai jamais assez, que sauf dans un cas de figure bien particulier, il faut faire partir notre timeline ici à 0 secondes. Donc pour ça, comme on a vu dans les vidéos précédemment, je vais faire clic droit, paramètres de composition, et le code temporel initial, je vais le mettre à 0. Comme ça, effectivement, on voit bien ma timeline, ce coup-ci, qui part de 0 jusqu'à 7. Donc j'ai bien effectivement 7 secondes. On peut le retrouver ici, je pars bien à 0, on le voit ici, et ici j'ai 0 frame, et je peux venir, en fait, je suis bien à 7 secondes, et j'ai bien 175 frames. Donc vous vous souvenez dans les vidéos auparavant comment on peut venir à la place d'afficher les secondes ici, venir afficher les frames dans fichier, paramètres du projet et ici dans style d'affichage de la durée. Soit je suis en code temporel, soit je suis en nombre de frames. Donc à partir de là, maintenant, je vais pouvoir lancer effectivement mon motion tracking. Je vais juste effectivement renommer ça. Par exemple, je vais mettre Rush Drone. Et puis cette composition, je vais faire aussi compo drone. Voilà, ouais, ça ira très bien. Et voilà. Donc du coup, voilà, on a bien effectivement ici la compo qui s'appelle Rush Drone.
Si je fais nom des sources, nom des calques, vous vous souvenez, comme j'ai nommé ici, c'est comme si j'avais renommé à la racine de mon dossier, donc ce qui me permet en fait de l'afficher à chaque fois. Et pour ça, je vous renvoie effectivement au rush en question. Alors, ici, mon rush, il est bleu. J'ai le petit plot, ça c'est bien le lecteur VLC, orange. Dans l'idée, juste pour avoir un rappel de cette petite couleur. Alors, c'est vraiment pas nécessaire et obligatoire, mais je vais le mettre en orange. Voilà, ça me rappellera un petit peu la couleur. Maintenant, ce que je vais faire pour effectivement créer mon motion tracking en 2D au sein d'After Effects, parce qu'on peut le créer aussi au sein de Mocha par exemple, je vais venir dans Calque, Nouveau, et on a vu tout à l'heure la vidéo qui concernait l'art et la manière d'interpréter l'objet nul. Donc je vais cliquer sur l'objet nul. Par défaut, l'objet nul, en fait, il se met en rouge à condition qu'on ait changé ça dans Édition, Préférences et, vous vous souvenez, Libellé. Donc ici, il s'affiche en blanc, là il s'affiche en rouge, donc je vais mettre une couleur blanche, histoire de... Voilà. Moi, c'est juste que j'aime bien pratiquer comme ça, après c'est vraiment pas nécessaire. Donc je retrouve effectivement ici mon solide qui est en blanc, et c'est là que je me dis, bon, il est peut-être en blanc finalement comme ça, je vais juste voilà, le remettre par exemple en rouge, parce que je le vois mal, je trouve. Donc maintenant, à partir de là, je vais venir sélectionner la zone, donc dans la timeline où est-ce que je veux traquer. Donc moi, je veux traquer en fait sur la totalité, donc je vais mettre le curseur à 0. À partir du moment où j'ai mis le nul 1 au-dessus, donc numéro 1, il est en première position. Tout ce que je vais finalement ici extraire et extrapoler comme coordonnées x et y, par défaut, il les mettra en nul 1 parce que c'est la première position. C'est pas irréversible et c'est ce qu'on va voir. Je vais faire un clic droit sur le rush drone parce que c'est de cette vidéo que j'ai envie d'extrapoler des coordonnées x et y, étant donné qu'on va le faire en 2D. Je vais faire clic droit, suivre et stabiliser et suivi de mouvement. Alors, si ça commence à être un petit peu abstrait pour vous, là, dans tout ce que je suis en train de faire, et de dire, revenez sur les vidéos de mes cours précédents. Je vais mettre un petit peu d'ordre. Ici, on a un panneau de suivi. Je vais juste le mettre à côté. Voilà, j'aime bien avoir mon panneau de suivi à côté. Et je ne vais pas hésiter, voilà, à mettre de l'ordre. Donc, maintenant, effectivement, on se retrouve dans l'onglet calque de notre visualiseur. Vous vous souvenez, dans les cours auparavant, j'ai parlé en fait qu'il y avait 3 onglets principaux dans After Effects: composition, calque, métrage. On vient juste auparavant pour préparer le rush de voir le métrage. Maintenant, on voit qu'effectivement, l'onglet calque va nous servir à paramétrer et réaliser notre tracking en 2D. Donc ici maintenant, je regarde et j'ai point de suivi. Alors, il se présente comme ça. Ici, j'ai un motif extérieur, j'ai un motif intérieur et j'ai une cible. Donc, si je veux étirer en fait le motif extérieur, il suffirait en fait de prendre donc les coins. Pareil pour le motif intérieur. Et maintenant, si j'ai envie de prendre la cible, on va voir que ici, quand je suis là, je déplace le bloc. Et on a effectivement le pointeur qui est noir avec une petite croix directionnelle. Si maintenant je me mets ici, on change effectivement l'icône. Ça veut dire que je saisis la cible et je peux venir la déplacer où j'ai envie. Donc je vais faire CTRL Z pour qu'elle se recentre. De même, effectivement, pour les carrés intérieurs et extérieurs, donc les motifs, si je positionne ici, on voit que quand je me suis mis sur effectivement l'arête de mon carré, finalement mon pointeur devient blanc. Ça veut dire que je peux déplacer en fait le pointeur en fonction de ma cible. Et je peux faire ça aussi sur celui en fait de l'extérieur. Alors ça, c'est pour adapter en fonction. Maintenant, à quoi servent effectivement donc la cible, le carré, donc le motif intérieur et extérieur? La cible ici, elle va permettre de dire je veux que tu te positionnes sur un pixel. Donc c'est vrai qu'avec la cible, ça me permet vraiment de le cibler. Le motion tracking, en fait, comment il marche? Il va marcher
en fonction de la cible qui va venir se positionner sur un pixel contrasté. Il faut faire attention, je parle bien d'un pixel contrasté et pas d'un bloc de pixels contrastés. Si par exemple je me mettais ici, vous voyez, j'ai un bloc de pixels contrastés. J'aurai beaucoup de problématiques. Si je me mets par exemple ici, j'ai un bloc de pixels contrastés. J'ai pas mal de problématiques. Si je me mets ici, j'ai du clair, du moins clair, du plus foncé, du très foncé. Ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est contrasté. C'est une zone contrastée où est-ce que j'ai positionné ma cible. Donc, moi, j'ai envie de traquer à partir du phare. Alors, ici, on a effectivement un pixel clair, un pixel plus foncé, encore un bloc de pixels plus foncé, on a encore des pixels foncés, et on voit qu'effectivement, ça dégrade du clair au foncé, au moins foncé avec du clair. C'est-à-dire que là, je trouve que c'est plutôt pas mal pour vraiment faire en sorte que le pixel vraiment soit toujours concentré entre je me déplace et je vois que j'ai des pixels effectivement qui sont très différents l'un de l'autre, très concentrés, très contrastés pardon, et du coup il va vraiment avoir une meilleure adhérence plutôt qu'ici où il va flotter dans le vide. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à distinguer les pixels étant donné que la zone est trop uniforme en termes de colorimétrie et de luminance. Donc faites vraiment attention à ça. Donc je vais me mettre ici par exemple, je vais me mettre sur ce pixel. Maintenant on a le motif intérieur. Donc le motif intérieur, il va nous permettre de dire tu concentres effectivement la zone, on va dire, de recherche de mon pixel en fonction de cette cible. C'est-à-dire que cette cible se positionne sur ce pixel et ici, je veux que ça se concentre à l'intérieur. C'est-à-dire que ma cible peut bouger mais restera principalement concentrée à l'intérieur. Et on a le motif extérieur. Lui, il va se concentrer sur une recherche de... on va plus dire d'analyse, de déplacement de pixels. Donc là, ici, effectivement, il va faire une analyse en fonction du déplacement de pixels dans tout ce qu'il y aura comme pixels contenu dans le motif extérieur. Alors bien entendu, si ici j'agrandis, on voit que la zone ici de recherche et d'analyse de déplacement de pixels est bien plus grande. Si je fais ça et puis je me déplace par exemple comme ça, on va dire aller comme ça par exemple, effectivement il va vraiment rechercher tout le déplacement de pixels, mais forcément plus l'algorithme en fait va rechercher et plus ça va être très très long, mais ça sera plus précis. Donc maintenant ça va dépendre du type de prise de vue. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une prise de vue au drone. Donc déjà, le drone, il flotte, c'est très fluide, il y a très peu de vent. Et puis, on est sur un train. Le train, il est sur des rails, c'est très fluide. Donc, on a non seulement un mouvement fluide de la caméra, mais on a un mouvement fluide, effectivement, du train. Après, on a très peu de flou de mouvement. Donc, ce qui va minimiser, effectivement, le fait que notre cible, elle va plus trop comprendre. Parce que plus on a de flou, plus notre cible, elle accroche moins sur le pixel, parce que tout se confond un petit peu, et ça peut devenir plus ou moins uniforme en termes de contraste, de couleur. Donc, c'est assez casse-gueule. Donc, il va falloir faire un petit peu attention à tout ça. Et maintenant, je me dis, allez, bon, je vais me mettre par exemple comme ça, voilà, je trouve que je suis pas mal. Je vais peut-être aller dire, étirer un petit peu plus, voilà. Et je trouve que là, voilà, je suis bien positionné. Je vais me mettre comme ça, pourquoi? Parce que comme le train, en fait, il monte comme ça en diagonale, je vais effectivement suivre comme ça, et on va comprendre qu'effectivement, j'ai besoin d'avoir une grosse visu pour pouvoir regarder ce qui se passe. Maintenant, ici, on est bien sur le panneau suivi. Donc, c'est vraiment en lien avec le tracking, donc le suivi de mouvement en 2D. On va ne pas regarder ce qui se passe ici parce que quand j'ai fait clic droit, j'ai fait suivi de mouvement. Vous vous souvenez, j'ai fait clic droit, suivre et stabiliser, suivi de mouvement. Donc j'ai pas effectivement à réappuyer ici. La source,
comme j'ai fait mon clic droit sur Rush Drone, on est bien d'accord que je vais extrapoler des coordonnées donc de mon Rush Drone. C'est ici en fait que je place ma cible pour dire tu traques. Ici, suivi actuel, c'est bien mon suivi 1, parce que je n'ai pas encore fait effectivement de suivi. Type de suivi, on en a plusieurs. Donc on a stabilisé. Moi, je ne veux pas stabiliser à partir du phare. On verra ce cas de figure plus tard. Je vais mettre transformé. Effectivement, je veux que ça s'applique dans mes valeurs transformées, autrement dit mes propriétés. Ici, j'ai parallèle 4 coins ou perspective des 4 coins. Ça, c'est bien, par exemple, si j'ai une prise de vue à plat pour, par exemple, traquer 4 coins. C'est bien, par exemple, dans le cas où je voudrais faire un tracking sur les 4 coins d'un panneau publicitaire. Ici, j'ai effectivement perspective 4 coins. Bah, effectivement, là, le drone avance, donc on est relativement, en fait, plutôt de face. Mais si mon drone avait fait, par exemple, un orbite en fait de gauche vers la droite, effectivement on aurait plus travaillé sur des perspectives parce que la perspective aurait évolué dans le temps en fonction du mouvement du drone. Et puis brut en fait c'est vraiment pour des valeurs brutes, mais là c'est bien plus spécifique. Qu'est-ce que je veux traquer? En position X et Y, est-ce que je veux faire de la rotation? Non, parce que j'ai pas d'inclinaison et du train, donc j'ai pas de rotation de gauche à droite, et ni avec mon drone, donc ça m'intéresse pas. Échelle, on pourrait éventuellement faire l'échelle, mais là c'est encore bien différent, on verra ça dans un autre cas de figure, parce que là je traque sur le train, et on va comprendre qu'effectivement, je pourrais, si mon plan avait été fixe et ne bougeait pas, faire échelle, parce que là on voit le train effectivement avec cette échelle, mais comme il va s'éloigner, il aurait été bien plus petit. Donc si je mets un texte ici, il va être gros, plus ça s'éloigne, plus le texte doit rétrécir au même titre que le train. Sauf que là, comme mon drone suit en même temps le train, on va dire que l'échelle ne change pas beaucoup. Mais ça, voilà, ça peut sembler abstrait, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo pour mieux comprendre. Définir la cible, donc on a cible du mouvement nul 1, vous vous souvenez, j'ai bien effectivement dit nul 1, celui qui est positionné au-dessus, toujours le calque qui est positionné au-dessus sera toujours en cible du mouvement. Maintenant, si effectivement vous avez oublié de créer un nul, vous pouvez recréer un nul. Si par exemple le nul est en deuxième position, vous n'êtes pas obligé de le repasser au-dessus, vous avez juste à mettre définir la cible, calque. Il s'agit bien du nul 1 sur lequel je veux effectivement envoyer donc les coordonnées qui vont s'extrapoler effectivement de ma vidéo. Ici j'ai option, pareil, c'est plus spécifique, on le verra en temps voulu et on verra qu'on a pas mal d'options qu'on peut venir sélectionner. Bien que même si c'est très bien, par défaut on le laisse voilà à 80%, on le laisse comme il est. Et on verra dans des cas de figure un peu plus complexes. Mais il faut bien noter qu'aujourd'hui, le suivi de mouvement d'After Effects est très très performant en termes de 2D, mais devient obsolète quand on veut commencer à vraiment pousser à l'extrême. Donc ici, même si on a des choses qui sont plutôt bien, on passera par un autre programme. Maintenant, on verra que si on veut rester dans After Effects, on va pouvoir venir modifier les choses ici. Maintenant, je vais me positionner comme ça. Hop, on a analysé vers l'arrière, image par image, vers l'arrière en lecture, vers l'avant en lecture, vers l'avant image par image. Donc, comme mon curseur est à 0, bah, moi, je vais aller vers l'avant. Donc, je vais d'abord y aller image par image pour voir si effectivement ma cible, donc mon motif, suit bien. Donc, j'y vais image par image et je regarde. Et ça m'a l'air d'être pas mal. Je sens que ça suit bien. Et je me dis, bah, on est plutôt pas mal. Bon, il y a un petit bruit en arrière, c'est ma machine à laver qui est en train d'essorer. Ne vous inquiétez pas. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. On sent qu'on a une petite dérive. On voit que là c'est en train de dériver effectivement. Donc si je sens que la dérive peut être trop importante,
Je reviens ici prendre mon curseur, je vais me remettre ici au début. Je vais venir agrandir un petit peu tout ça et agrandir un petit peu tout ça. Voilà. Éventuellement me replacer. Alors mince, j'ai mal saisi le carré. Voilà. Comme ça, me concentrer davantage sur le train. Voilà. Me repositionner par exemple ici. C'est très bien. Et maintenant, ceux-là, ils vont être effacés par ceux que je vais refaire. Voilà. J'hésite pas à zoomer, à me repositionner ici. Donc vraiment, ça c'est ce que je dis toujours à mes apprenants, à mes étudiants. Hésitez vraiment, vraiment pas à zoomer dans l'image. C'est hyper important de bien zoomer quand on fait du tracking. Il y en a qui font un tracking et qui sont ici. C'est pas facile parce qu'on voit pas si on est précis. Donc là, je continue de traquer. On voit que ça m'efface cela pour les remplacer par cela. On voit que ça dérive encore un peu. Mais connaissant le rush, je sais que je ne vais pas avoir de problème particulier. Là, j'ai quasiment fait une seconde et je me dis, ça m'a l'air d'être assez stable. Je vais venir en fait faire play. Et c'est parti, c'est en train de calculer. Alors, toutes les secondes à peu près, je vais faire un temps de relâche pour soulager un petit peu ma machine, que ça soulage un peu la carte graphique, que ça ne s'emballe pas. Donc, ce qui me permettra de repartir avec un peu plus de précision par la suite. Si je le fais que image par image, c'est plus long comme on voit, mais par contre c'est plus précis. Maintenant, effectivement, pourquoi aussi je fais des temps de relâche à peu près toutes les 2 secondes, toutes les secondes, c'est parce que si j'ai un plantage et que je fais CTRL Z, je repars juste d'ici où j'ai mis mon temps de pause. Parce qu'il y en a qui ne vont pas faire de temps de pause pendant à peu près plusieurs secondes. Et quand il y a plantage, par exemple, juste à la fin, ils refont CTRL Z, ils sont obligés de recalculer depuis le début. Là, je vois que ça dérive un peu trop. Voilà, je vais revenir comme ça, hop, et je me dis, allez, pourquoi pas étirer davantage ici. Je vais peut-être me mettre comme ça. Voilà, parce que j'étais peut-être un peu trop concentré sur le train, mais il y a effectivement le mouvement du train, mais il y a le mouvement du drone sur un élément fixe. Maintenant, je vais mettre play et je regarde ce que ça donne. Alors, on voit que là, effectivement, la zone de recherche de pixels, donc qui analyse le mouvement, est plus étirée, donc effectivement, c'est plus long à calculer. Donc, c'est vraiment ça, l'art et la manière du tracking. Alors là, on est sur une première approche. Je ne vais pas aller super loin. Et en plus, comme je veux juste vous montrer comment ça marche, pour que vous puissiez le refaire dans les meilleures conditions en comprenant justement sa théorie, et uniquement mettre un élément graphique très basique, même si j'ai une petite dérive, c'est pas très grave. Par contre, si effectivement je veux faire comme si c'était un élément destiné à un film, effectivement, il faut que là on soit ultra précis. Ce qu'on va faire à la télé pour des infos ou pour un client avec du motion design, on pourra se permettre d'avoir une très légère dérive. Lui, il le remarquera à peine. Vous le verrez. Par contre, on ne peut pas se permettre ça sur un plan au cinéma qui coûte, alors pas le plan, mais sur une production effectivement qui va coûter plusieurs millions. Mais même des petites productions sur un film, on a beaucoup plus d'exigences que si c'était juste un élément graphique comme un texte avec un petit cadre, effectivement, pour du motion design. Ce qui n'empêche absolument pas d'être relativement précis, parce que le but, c'est faut pas que ce soit moche, que ce soit et pour vos travaux perso, mais aussi pour vos clients. Donc, là, je vois que c'est plutôt précis, hein, on voit quand même que ça suit bien, et on voit effectivement que ça reste relativement au centre. Donc on voit que je m'y suis repris à 2-3 fois, je parle beaucoup aussi, donc c'est pour ça que ça peut sembler long, mais on voit effectivement que ça passe plutôt bien. Donc c'est hyper important, on a toujours tendance à se dire je veux apprendre, moi la technique et la théorie je m'en fous, mais en fait vous allez voir que c'est hyper important de vraiment se focus sur la compréhension, sur la réalité, retranscrit en fait sur la virtualité et sur
toutes les options et tous les boutons. On ne clique pas par hasard parce qu'on l'a vu et qu'il faut faire comme ça. Chaque, effectivement, plan sur lequel on va travailler sera vraiment très différent dans la manière de faire nos réglages ici et dans les réglages de la caméra. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc là, on voit que j'ai vu que ça a terminé. Donc maintenant, si je mets réinitialiser, je recommence tout. Moi, j'ai terminé, je vais faire appliquer. Donc je clique sur le bouton et ici, j'ai appliqué les dimensions. Par défaut, il se met en X et en Y, mais je peux juste le faire sur les X et les Y. Alors là, en X et en Y, pourquoi? Parce qu'on voit qu'effectivement, j'ai autant du déplacement sur l'horizontale que la verticale. Donc on est bien sur deux axes, X et Y. Une fois que j'ai cliqué sur appliquer, je vais cocher effectivement le nul 1 et on voit effectivement que j'ai mes points qui s'affichent et qui suivent convenablement effectivement le train. On voit effectivement que dans les propriétés de mon rush, si je déroule, j'ai suivi 1. Vous vous souvenez ici en fait, suivi actuel. Suivi 1, je pourrais effectivement sélectionner, faire entrée, suivi train par exemple. Et voilà. Ici, je regarde comment c'est composé. J'ai centre de la fonction, degré de confiance, etc. Donc effectivement, je vois bien que je suis plutôt pas mal parce qu'au niveau de mes degrés de confiance, on voit que le plus bas, quand je baisse, c'est 96,8, je crois le plus bas. Alors, on ne va pas pousser plus loin, mais si je vais effectivement ici dans l'éditeur de graphique, comme on a vu dans les cours auparavant, si je clique sur degré de confiance, on voit en fait mon degré de confiance. On pourrait essayer de comprendre l'interprétation ici. Donc on a ici le degré de confiance et on pourrait, si on veut, essayer de voir de façon beaucoup plus finalement étendue sur mon éditeur de graphique la précision et rééquilibrer si besoin. Mais bon, pour le moment, on n'en est pas là. Et comme j'ai appliqué en X et en Y et que ma cible du mouvement était le nul 1, si je déroule les propriétés de ce nul, je vois bien que j'ai des clés partout sur chaque frame en position, donc sur X mais aussi sur Y. Il suffirait de bouger pour que je vois effectivement à chaque fois que ça bouge. Donc à partir de là, finalement, déjà je vais remettre un petit peu d'ordre, je vais fermer le panneau ici. Je vais remettre un petit peu d'ordre ici. Il suffirait effectivement de venir par exemple mettre un texte. Par exemple, je peux marquer train. Hop, je vais effectivement faire en sorte de mieux le voir. Voilà, train. Je vais juste changer sa fonte. Voilà, je vais faire un truc très classique. Voilà, par exemple ça, je vais l'agrandir. Et finalement, si maintenant je viens mettre le train ici, je me dis voilà, j'aimerais bien en fait que effectivement ici le texte suive le train. Donc je vais juste effectivement mettre ça en blanc par exemple, je vais juste le passer en dessous. Alors je passe en dessous, ça va vraiment, il n'y aura pas d'incidence, mais c'est juste que j'aime bien mettre toujours le nul au-dessus. Alors si je fais lecture, bien entendu, ça ne suit pas le train, parce que maintenant, il va falloir, et ça je vous l'avais expliqué dans le cours concernant l'objet nul, que vous pouvez retrouver dans les tutos, ici, je vais prendre le train et je vais prendre effectivement le parent et le lien et je vais venir effectivement ici parenter le texte train, donc le calque, au nul. Et maintenant, on va voir que ça suit. Alors, si je veux encore un peu plus de précision, je pourrais me baser sur mon point d'ancrage. Oui, parce que mon train ici, il a son point d'ancrage, mais moi, j'ai traqué en fait cette zone. Alors, dans l'idée, si j'ai traqué cette zone, c'est pas pour mettre le texte à peu près par ici. Sinon, j'aurais effectivement traqué par ici. Parce que l'élément graphique qu'on va ajouter doit être relativement proche, effectivement, des coordonnées ici, donc que j'ai traquées. C'est hyper important, parce que sinon, effectivement, on va se retrouver avec un sacré décalage. Donc, si je mets par exemple mon train ici, là, je trouve que c'est pas mal et rien ne m'empêche de prendre mon outil des déplacements de points d'ancrage et de me mettre par exemple ici. Voilà.
Or, si je veux être plus précis et que je suis emmerdé par le magnétisme, on se souvient, j'ai juste à décrocher comme ça, hop, ça coupe le magnétisme, et voilà. Bon, par défaut, j'aime bien le réactiver par la suite, et je regarde ce que ça donne maintenant. Alors, on sent qu'il y a des petits à-coups, on sent qu'il y a une petite dérive, donc ça, c'est plein de paramètres qui vont faire ça à prendre en compte. Comme je vous disais, hein, ça, c'est vraiment lié non seulement effectivement à l'art et la manière de traquer, mais aussi à la compression du rush, si c'est un rolling shutter ou un global shutter, comment était effectivement réglée la caméra. Bon, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Donc je me dis c'est pas mal. Après, il suffirait effectivement, hop, de redisposer et peut-être éventuellement en fait, donc de revenir peut-être placer ça et puis peut-être de reprendre le point d'ancrage. Par exemple ici. Voilà. Alors c'est pas trop mal, mais on sent que j'aurais pu être plus précis. Donc si par exemple je voulais mettre le texte peut-être ici, bon, aurait peut-être fallu effectivement que je traque une zone peut-être plus vers le toit. Donc ça c'est vraiment à vous de vous dire voilà comment je m'y prends. Donc je vais voilà faire ça. Hop, allez je vais le mettre ici, je vais le mettre ici, boum. Je vais faire ça par exemple et puis voilà. Et on voit qu'effectivement, là, ça suit convenablement, donc ça s'y prête bien. Voilà pour cette première approche, effectivement, du motion tracking 2D. Donc, vous voyez, j'ai fait pas mal de blabla. Maintenant, si je dois récapituler, effectivement, dans les grandes lignes, vous allez voir que ça va relativement vite. Je vais tout effacer et vous allez voir qu'en 2 secondes de temps, hein, ça peut être vite plié. Donc, je vais positionner mon curseur ici, ce qui n'est pas obligatoire, mais je vais le faire. Je vais faire calque, nouveau, objet nul, j'appelle mon objet nul, je fais clic droit, suivre et stabiliser, suivi de mouvement, j'ai mon panneau ici, je viens prendre mes motifs, j'ai pas besoin de vous réexpliquer parce qu'il suffit de reprendre le début du tuto pour comprendre, je vais m'ajuster ici, maintenant que j'ai vu un petit peu comment il fonctionne, voilà, bon, pour que ça calcule plus vite, je ne vais pas aller trop étendre. Je suis cible du mouvement nul 1, je vais faire play. Il va venir effectivement calculer tout ça. Je pourrais aller encore plus vite si je réduis ici et un peu ici. Bon, il y aura moins de précision, mais c'est pour que ça calcule plus vite. Et vous montrer que finalement, une fois que vous allez comprendre les choses, et que surtout vous allez les comprendre de façon théorique, bah, vous allez voir que techniquement, c'est relativement facile. Puis dans la pratique, ça se fait bien. Il suffit juste de se souvenir voilà, la marche à suivre. Je fais appliquer ici. Je mets en X et en Y. Je viens par exemple voir ce que ça donne en calant par exemple un texte. Je vais faire train. Hop. Il suffirait en fait voilà, de me positionner ici. Éventuellement de rebouger ici mon point d'ancrage par exemple. Et je parente ici. Voilà, j'aime bien mettre ça ici. J'aime bien aussi changer la couleur. Et vous voyez, boum, c'est terminé. Donc en fait, ça va relativement vite. Puis maintenant, libre à vous de vous amuser à traquer en fait d'autres zones effectivement et de refaire avec tout ce que je vous ai montré sur cette vidéo.